Dans cette partie du nord du pays, le comité de veille et d'alerte multiplie les messages de sensibilisation. Les autorités de la ville appellent les populations à respecter les gestes barrières. La correspondance d'Ousseynou Diop et Habib Sek. Lui a enregistré du 1er au 9 janvier 2021 103 cas communautaires au coronavirus. Suffisant pour l'édile de la ville de Saint-Louis de remobiliser ses troupes. Les comités de veille et d'alerte de la commune de Saint-Louis sont redynamisés pour stopper la contamination et sensibiliser la population. Alors aujourd'hui, j'ai convoqué les 29 comités de veille et d'alerte qui existent au niveau, qu'on a monté au niveau donc de la commune de Saint-Louis, pour qu'ensemble, nous mettions donc nos efforts en commun pour faire face donc à cette maladie. Tous les délégués des 33 quartiers de la ville ont été mobilisés. Mansour Faye les a appelés à plus de vigilance pour faire face à la deuxième vague plus dangereuse que la première. Chaque quartier aura 100 000 francs minimum et ça fera environ 3 300 000 donc disponibles dans un premier temps. Et puis on va évaluer. De l'autre côté, nous allons aussi développer en relation avec la presse, en concertation avec la presse, des stratégies de communication donc, pour que les populations puissent prendre conscience de ce qui se passe en réalité. Cette rencontre a permis aussi au ministre des Transports, par ailleurs maire de la commune de Saint-Louis, d'appeler les chauffeurs des différentes régions au respect des mesures barrières, comme annoncé lors de la dernière conférence de presse, après l'annonce du couvre-feu par le chef de l'État. Le port du masque obligatoire, la disponibilité des gels obligatoires au niveau donc de ces moyens de transport, pour quand même que l'ambiance à l'intérieur donc de ces véhicules-là puisse être maintenue au standard donc sanitaire. Ce sont ces mesures que nous avons édictées à travers donc un arrêté ministériel que j'ai pris et diffusé donc à l'échelle nationale. À Saint-Louis, les cas communautaires se multiplient. Les districts de Richard-Toll et de Saint-Louis sont les plus touchés. Les délégués des 33 quartiers comptent apporter leur contribution pour arrêter la propagation du virus dans la commune de Saint-Louis. De Saint-Louis, nous nous rendons à Ziguinchor. Les élèves refusent de porter le masque dans les établissements scolaires, situation qui inquiète l'inspecteur d'académie de la région. Il interpelle les parents d'élèves et exhorte les enseignants à veiller au respect strict du port du masque par les potaches. Il confie que le ministère de l'Éducation nationale les a dotés de 200 000 masques. Cheikh Faye prenait part à l'inauguration d'un bloc administratif construit par la mairie de Djembeheng au lycée de Cabrousse. Le voici au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Le protocole sanitaire qui est de mise. Nous tous, nous devons nous efforcer pour que ça soit respecté. Mais même là où toutes les conditions sont réunies, les élèves refusent de porter le masque. D'ailleurs, tout récemment, la semaine passée, M. le ministre nous a envoyé une lettre circulaire rappel pour engager les chefs d'établissement vraiment à veiller à ce que ces mesures barrières soient respectées pour qu'on peut épargner l'école, le milieu scolaire de cette deuxième vague. Nous avions à la rentrée donné l'essentiel du matériel qu'on disposait. Plus tard qu'hier, nous avons réceptionné plus de 200 000 masques. Et ça veut dire que la semaine prochaine, on va encore renforcer n'est-ce pas, les établissements du moyen et du secondaire en masques. Toutes les écoles élémentaires ont reçu un appui en espèces pour acquérir des masques, des gels et des lavoirs. Et donc ça veut dire que l'État a joué sa partition de la chose. Le reste maintenant, c'est de la responsabilité des parents, n'est-ce pas, des élèves, mais également des administrations et des équipes pédagogiques pour veiller à ce que les élèves portent les masques et se lavent les mains régulièrement pour se protéger contre la maladie. La commune de Léona sonne l'alerte. Maires, conseillers municipaux et chefs de village travaillent à la mise sur pied d'un plan de riposte pour parer à la pandémie du coronavirus. Une initiative de l'édile de la localité. D'importantes mesures ont été prises pour protéger la commune, justement, qui est jusqu'ici épargnée par la pandémie. N'est-ce pas, Tchernofal? La rencontre qui avait réuni les conseillers municipaux et l'ensemble des chefs de village de la commune de Léona avait comme objectif de conscientiser la population sur la situation actuelle de la pandémie. Nous avons tous constaté que la deuxième vague est plus forte. C'est la raison pour laquelle la municipalité a décidé d'agir pour protéger la population, car c'est le rôle de chaque collectivité locale. Nous tendons également la main à toutes les bonnes volontés pour atteindre nos objectifs. À l'issue de la réunion, la municipalité a pris de nouvelles dispositions, notamment le renforcement des mesures barrières, surtout au niveau des marchés de la commune.
Nous avons pris de nouvelles mesures concernant la prévention. Il y a 2 grands marchés dans la commune et dans chacun, des jeunes seront mobilisés pour sensibiliser sur le respect des mesures barrières et en même temps distribuer des masques à la population. Les chefs de village qui avaient assisté à ce conclave ont également pris des engagements forts concernant la sensibilisation. Ils promettent de participer activement à la conscientisation des populations. Ils se sont tous engagés à mener des sensibilisations dans leurs villages respectifs afin de convaincre les populations à se conformer aux mesures édictées par les autorités sanitaires. Toujours dans le cadre de la lutte, la commune de Léona, grâce au soutien de leurs différents partenaires, a également acheté plus de 20 000 masques qui seront distribués à la population en général et en particulier aux élèves des établissements scolaires de la localité. Je l'annonçais en titre, Rufisque s'oppose à la suppression de la ville. Ceci ne passera pas, c'est ce que laissent entendre les employés municipaux. Ils jugent ce projet inopportun. Ces agents interpellent le chef de l'État et lui rappellent que la mairie est la seule structure qui crée encore des emplois. Leur porte-parole réagit au micro d'Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samba. Parce que je pense que l'urgence est ailleurs. L'urgence, les Sénégalais sont fatigués. Et la mairie est la seule structure actuellement à Rufisque qui crée de l'emploi. Les entreprises ne créent pas de l'emploi parce que l'État ne les accompagne pas pour pouvoir participer à la distribution de revenus. Donc, si la mairie a une vocation sociale, en train d'aider la population rufisquoise, en train de recruter, je pense qu'il devait y avoir une autre formule de faire tout pour renforcer la ville. On ne va pas accepter que ce qui se fait dans les autres communes se fasse à Rufisque. Parce que Rufisque, d'ailleurs, si vous regardez la délégation qui est là, des gens déterminés, engagés, prêts à mettre leur vie pour sauver la ville. Donc, nous sommes dans cette dynamique. S'ils ne reculent pas, nous allons passer à la vitesse supérieure. Vous avez noté aujourd'hui, il n'y a pas d'intifada, il n'y a rien, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Mais on ne peut pas garantir ce climat de sérénité. Au chapitre économique, le Sénégal et le Japon ambitionnent d'améliorer la production du riz dans la vallée du fleuve Sénégal. Ce programme, estimé à 37 milliards de francs CFA, permettra de réduire le déficit de la balance commerciale. Les 2 États ont paraphé cet accord ce dimanche. Le point avec Mohamed Samba. Le Japon, à travers le ministère sénégalais de l'économie, du plan et de la coopération représenté par Amadou Hott et le ministère japonais des Affaires étrangères représenté par Motegi Toshimitsu, ont procédé ce dimanche à la signature de l'échange de notes relatif au projet de production de riz irrigué dans la vallée du fleuve Sénégal pour un montant de 37 milliards de francs CFA. Un projet qui permettra d'améliorer la production du riz irrigué dans la vallée du fleuve, contribuant ainsi à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la réduction du déficit de la balance commerciale du Sénégal, a annoncé Amadou Hott. Prenant la parole, le ministre japonais des Affaires étrangères déclare que ce projet vise à agrandir et à rénover les installations d'irrigation dans le bassin du fleuve Sénégal pour améliorer la productivité de la riziculture. À noter que la souveraineté alimentaire est un enjeu majeur du PAP 2A pour la relance de l'économie. Nous nous rendons à Diourbel. Le plan Orsec continue de poursuivre les efforts déployés pour venir en aide aux personnes impactées par les dernières fortes pluies. Elles ont bénéficié de consultations médicales gratuites. Des médicaments leur ont également été remis. C'était en présence du gouverneur de région. Babacar Diouf y était aussi. L'activité entre dans le cadre du plan Orsec déclenché courant hivernage 2020 pour venir en aide aux populations sinistrées dans la région de Diourbel. Après les opérations de pompage des eaux, ce sont les personnes affectées qui sont prises en charge. Maintenant que cette phase a été dépassée, il y a d'autres points concernant le plan Orsec, notamment assistance aux populations qui sont un peu impactées. Et dans ce sens-là, on a prévu un certain nombre de consultations gratuites. Et comme vous l'avez constaté, il y a quand même une certaine affluence des populations pour venir bénéficier de ces prestations-là. Le suivi ne se limitera pas au diagnostic, mais des médicaments seront mis à la disposition des patients. Donc nous avons mobilisé
3 médecins généralistes, 2 sages-femmes d'État et 4 infirmiers d'État. Il y a un important lot de médicaments qui a été mis en place via la région médicale de Diourbel et on est en train de faire la distribution gratuite au niveau des patients qui sont en train d'être consultés sur place. Cette opération de consultation gratuite démarrée ce week-end à Bambey va se poursuivre dans les autres départements de la région de Diourbel. Autre point évoqué en titre, le litige foncier à la SICAP Amitié 2. Le collectif pour la défense du terrain de football de la zone dénonce le projet de construction d'un complexe sportif par l'ASC Jaraaf de Dakar. Il soutient que la démarche est précipitée et digère mal la signature d'une convention pour le démarrage des travaux. Abdul Razak Sek, le premier vice-président de l'ASC Amitié, s'exprime au micro de Younous Diatta. Sur l'affaire de ce terrain de football de Gaspard Camara, Amadou Kane a signé au nom de l'ASC, mais il ne la représentera plus. Monsieur le maire de la commune Fan.Amitié, Palassamb, a signé, mais nous l'avions alerté en mars 2020 parce qu'il n'y a pas eu de consultation publique. Et pour ce genre de projet, il faut une consultation publique. Nous sommes à l'ère de la gestion inclusive. Après la signature, Chersek est venu avec 16 500 000. Ça veut dire quoi 16 500 000 pour un terrain de 7 220 mètres carrés? Est-ce que 16 500 000 valent plus que l'avenir des jeunes? Est-ce que 16 500 000 valent plus que le cadre de vie? Eh bien, je dis non. L'association des pratiquants des arts martiaux se lave à Rando et les cités dans une affaire de subvention. Une enveloppe de 15 millions de francs CFA a été remise au maire des Parcelles Assainies. La PAM est accusée d'avoir participé à cette transaction. Elle compte porter le dossier devant les tribunaux. Pour vous permettre de mieux comprendre, suivons Maître Khalidou Gaka. Il est le plutôt bas. Il est au micro de Pape Faraning et Amadou Ba. L'acte 3 de la décentralisation qui interdisait pour les subventions à hauteur de 100 000 par mandat pour aller, vers le percepteur pour recevoir les mandats. Donc en ce moment, le maire avait voulu donner des subventions aux ASC, aux associations culturelles et sportives, aux associations de vétérans des Parcelles Assainies, à tous les groupements. Donc dans le dilemme que les clubs n'avaient pas de récépissé, n'avaient pas de compte bancaire, il a proposé à mettre la subvention globale dans le compte de APAM, l'association des pratiquants des arts martiaux. On a donné la subvention à APAM. APAM a reçu la subvention, a amené la subvention vers la mairie. La mairie a reçu la subvention avec des décharges. On n'est pas resté là-bas. On a accompagné le maire jusqu'à la délivrance de ces subventions. Il y a un monsieur qui s'appelle Mamoudou Gueye, appelé sur le sobriquet Gueye original, qui nous a accusés en nous disant qu'on est des malfaiteurs de complicité avec l'autorité municipale. Nous avons saisi nos conseillers juridiques. Ils ont l'affaire et ils vont apporter l'affaire vers les instances juridiques. Et nous terminons par une note de culture. Le venin du destin, c'est le titre du nouvel ouvrage de Fatou Diop, une production littéraire qui revient sur l'histoire de Fatou Bintou Sarr, une jeune fille rebelle et belliqueuse qui, dans sa plus tendre adolescence, fut envoûtée par un djinn. La question à se poser en lisant cet ouvrage est de savoir par quelle voie et selon quelles conditions Bintou parviendra à se libérer de ces djinns. La jeune romancière a aussi saisi l'occasion pour porter un regard sur l'engagement des jeunes dans la littérature. Une note de lecture avec Ibou Diouf. Dans cet ouvrage, la jeune écrivaine a trempé sa plume pour parler d'un fait de société, un personnage principal envoûté par un djinn, et son plus grand châtiment a été de n'en prendre conscience qu'après 29 longues années. Le venin du destin, eh bien, ça traduit tout simplement un destin qui n'a pas du tout été facile. La vie, au fait, du personnage principal qui a été cahuteux, parsemé d'embûches, des difficultés rencontrées par-ci, par-là,
et qui ont bien sûr été l'œuvre tout simplement d'un être maléfique qui se cachait derrière le personnage principal qui, au courant de toute son existence, a été téléguidé par un djinn. Le venin du destin pose un problème qui mérite plus d'attention et ce débat sur la présence des djinns dans notre quotidien. L'être surnaturel occupe une place assez importante au niveau de notre société, compte tenu de nos us et coutumes. Et indépendamment de cela également, il y a la religion islamique qui est là et qui reconnaît quand même l'existence des djinns. Le venin du destin est une œuvre de Fatou Diop qui remet sur la scène l'engagement des jeunes écrivains sur le paysage littéraire. Parce qu'aujourd'hui, le monde a avancé. Aujourd'hui, le monde est devenu tel que la littérature se propage et cela me fait énormément plaisir. Les jeunes commencent à s'activer dans la littérature et je me dis toutefois que c'est une très bonne chose et cela, bien sûr, collabore tout bonnement au développement du pays. Fatou Diop est une jeune romancière qui nous gratifie de notre ouvrage après son livre Kuching. Elle est par ailleurs diplômée en marketing, commerce, management international. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et un grand merci à ceux qui nous ont permis de pouvoir vous la présenter. On vous donne rendez-vous très prochainement. En tout cas, moi, ce sera demain dans Soir d'Info. Passez d'excellents mois en compagnie de nos programmes.